Alors, on peut considérer un problème qui est un petit peu similaire. On va essayer de le généraliser. Ça vous rappellera peut-être aussi des choses que vous avez vues dans un cours d'analyse des structures. Et qui consiste à dire, mais en fait, plutôt que de résoudre le problème avec une sollicitation qui est une sollicitation qui est purement harmonique, on va résoudre le problème avec une sollicitation qui peut être éventuellement complexe. Donc ici, vous retrouvez au membre de droite l'exponentielle de i oméga t. Donc c'est cosinus oméga bar t plus le nombre imaginaire complexe i sinus oméga bar t. Et ceci, je le multiplie éventuellement par une autre sollicitation. Je l'écris Perron. J'utilise des symboles calligraphiques pour indiquer que ce sont des nombres qui éventuellement peuvent être complexes. D'accord, on comprendra tout à l'heure pourquoi on peut avoir un certain intérêt à avoir un P complexe ici. Alors, l'intérêt de faire cette analyse complexe, c'est quoi? C'est que si on a envie de répéter l'opération, ou en tout cas d'obtenir le résultat de l'analyse avec à la fois une sollicitation qui est un sinus et à la fois une sollicitation qui est un cosinus et à la fois un sinus, qu'est-ce qu'on fait? On considère que le membre de droite est une exponentielle complexe, a fortiori puisqu'on a un système dans lequel l'entrée est complexe, la sortie, donc c'est-à-dire le Q qu'on calcule ici, est complexe, et sa partie réelle va correspondre à la réponse au cosinus, et sa partie imaginaire va correspondre à la réponse au sinus. Donc en fait, en un coup, on est capable de résoudre les deux problèmes à la fois. Vous allez voir que ce n'est pas le seul avantage, il y en a d'autres. Si c'était juste pour ça, on venait de le faire pour le sinus, donc on pourrait le refaire avec le cosinus. Vous allez voir qu'il y a un autre avantage, c'est les notations auxquelles on arrive qui sont excessivement courtes, et aussi la faculté de pouvoir passer rapidement du domaine temporel au domaine fréquentiel. Donc, si on veut chercher une solution particulière, on élimine de nouveau la solution homogène. Si on veut trouver une solution particulière à cette équation-là, la forme de la solution particulière, elle est déjà plus simple, c'est G exponentielle de i oméga t. Si on prend ça qu'on introduit dans l'équation 29, qui est l'équation du mouvement, on a une expression qui est beaucoup plus simple, dont la solution est simplement cette expression-là. Cette expression à laquelle on arrive, vous voyez qu'on a un P sur M divisé par quelque chose, on introduit, on l'écrit H fois P, et on introduit donc H comme étant la fonction de réponse fréquentielle du système. Ok, je la mets en couleur parce qu'elle est excessivement importante. On peut l'écrire sous cette forme-là. La fonction de réponse fréquentielle du système. Et évidemment, cette fonction est complexe. Mais pour quelle raison? Parce qu'on vient d'expliquer effectivement que la réponse à une sollicitation complexe devait être complexe. D'accord? Donc ça veut dire qu'à une réponse harmonique P exponentielle de i oméga t, on peut associer une réponse qui est aussi harmonique et qui s'exprime par H fois P exponentielle de i oméga bar t. Donc ça veut dire que la réponse a la même fréquence oméga bar, elle a une amplitude qui est déterminée par la norme de P fois H, et elle a une phase ou un déphasage qui correspond à la phase de P fois H. D'accord? Donc c'est une fonction complexe, et cette fonction complexe, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut l'écrire comme ceci. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur de la fraction par le complexe conjugué, on obtient cette première fraction-là. Et ensuite, si le numérateur, on décide de l'écrire sous la forme d'une représentation polaire, on obtient une amplitude, R, exponentielle de I fois phi. On obtient exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. On a une amplitude et on a un déphasage. Et les expressions analytiques qu'on a là-bas sont les mêmes expressions analytiques que celles qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc, si l'amplitude, effectivement, joue un rôle relativement important, puisque c'est elle qui va gouverner au bout du compte les valeurs des déplacements et donc les valeurs des contraintes dans la structure. Donc, si on sait que ça est une information qui est relativement importante, donc il suffit donc de se souvenir que la fonction de transfert est donnée par cette fonction-là, elle est complexe, ou de manière alternative, l'expression est un tout petit peu plus longue, mais elle n'est pas si compliquée à retenir non plus. Elle est donnée par cette expression-là, si on a envie d'avoir uniquement l'amplitude de la réponse. Ok, donc, avec ça, on n'a rien dit de nouveau tout de suite. Retenons simplement, et je vais l'écrire à nouveau.
Retenons simplement que la réponse, je vais l'écrire x, je fais un x rond de oméga, est égal à h, un h rond de oméga, fois p, qui est une excitation à une fréquence donnée. Je vais le mettre comme ceci. Ok, une excitation à une fréquence donnée va nous donner une réponse à la même fréquence, et le rapport d'amplitude entre les deux est complexe, parce qu'il y a une modification non seulement de l'amplitude, mais aussi de la phase. Elle est donnée par la fonction de réponse fréquentielle h. Ok, excessivement important. Alors, on peut étudier la partie transitoire de la croissance vers les résonances. C'est une partie du cours qui est peut-être un petit peu moins importante. Si on a envie d'étudier donc la croissance vers les résonances, vous voyez combien de temps faut-il pour arriver à la résonance? C'est une question qu'on a déjà abordée. On retrouve la période TR. TR, c'est la période de l'oscillateur divisé par 2xi. Ça, c'est quand on a un système qui est amorti. Que se passe-t-il à votre avis si le système n'est pas amorti? Si le système n'est pas amorti, xi en fait tend vers 0, et donc T1 sur 2xi tend vers l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, il faut un temps infini pour rejoindre un régime stationnaire. En réalité, on n'y arrive pas. Il n'y a pas d'état stationnaire si l'amortissement tend vers 0. Et donc, s'il n'y a pas d'amortissement dans les structures, on peut potentiellement et théoriquement rejoindre n'importe quel niveau de vibration, aussi important soit-il. Ok, c'est un petit peu hypothétique, puisqu'il y a toujours eu un petit peu de dissipation dans les structures du génie civil. Ok, donc c'est la raison pour laquelle je ne parle pas trop de cette partie-là. Mathématiquement, si on s'intéresse au problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nécessairement garder la partie transitoire qu'on a négligée jusqu'ici, puisqu'on est en train d'étudier la croissance vers le régime stationnaire. Donc la partie transitoire, on doit absolument la garder. Donc on doit ajouter la partie transitoire, la partie stationnaire, et puis uniquement quand c'est fait, déterminer les deux constantes d'intégration A et B, et tout calcul fait, on arrive à cette expression qui est relativement longue, et que l'on peut simplifier un tout petit peu si l'amortissement est faible. Et voilà à quoi on arrive. Ok, je passe les détails. Évidemment, ne vous forcez pas à retenir ces expressions par cœur, elles n'ont absolument aucun intérêt. Alors, je continue avec un chargement maintenant qui est un chargement périodique. Je propose de mettre ça dans une vidéo séparée.